Bonjour Laurent Alexandre, merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de l'Aveyron dans le groupe de la France Insoumise. C'est votre premier mandat que vous exercez depuis bientôt 2 ans. Vous avez 50 ans, ouvrier qualifié dans l'aéronautique de profession. Trop de dépenses, pas assez de recettes. Le déficit de la France devient préoccupant, selon le président de la Cour des comptes. Un dérapage important, souligne-t-il, avec un déficit de 5,5% du PIB. Le pays rejoint les mauvais élèves de l'Europe. Voilà pour l'équation. Tout d'abord, il y a des soupçons d'insincérité. Le Sénat annonce une mission parlementaire pour savoir s'il y aurait eu des mensonges du ministère de l'économie de Bruno Le Maire. Est-ce aussi votre conviction? Le gouvernement vous a-t-il menti quand il a présenté son budget 2024, vous, parlementaire? Est-ce qu'il nous a menti? Je pense qu'il y a une forte probabilité. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit dans le reportage. Oui. C'est qu'il y aurait eu trop de dépenses publiques. Là, je m'inscris totalement en faux. Soyons clairs, c'est qu'il y a de moins en moins de dépenses publiques. On le voit tous les jours, les hôpitaux, les écoles, en grande difficulté. Et pourtant, ce déficit, ça veut dire trop de dépenses ou pas assez de recettes, c'est selon. D'ailleurs, pas assez de recettes, c'est le credo du gouvernement. C'est ce que j'allais dire, c'est le problème des recettes, puisqu'on voit que depuis maintenant un petit temps, on va dire, puisque Macron c'est son 2e mandat, qu'est-ce qui se passe? C'est de plus en plus de cadeaux aux très riches, soyons clairs, de plus en plus de cadeaux à ces ultra riches, aux actionnaires par exemple, des très grands groupes, qui bénéficient d'avantages fiscaux colossaux. Mais il y a eu aussi la taxe d'habitation par exemple, qui est un cadeau accordé à tous les Français quasiment. Est-ce que c'est un cadeau? Je ne sais pas, puisqu'on en parle dans votre reportage. Les collectivités territoriales sont étranglées. Si encore on leur supprime des moyens pour fonctionner, eh bien, je veux dire, on est dans un cercle qui fait que les communes, les collectivités territoriales vont de moins en moins investir. Nos artisans, nos petites entreprises vont être de moins en moins sollicités pour travailler. Donc des carnets de commandes qui vont s'appauvrir. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, on est obligé de se séparer souvent de salariés pour pouvoir faire face à cette situation. Et là, on est dans une spirale infernale, en quelque sorte, où le gouvernement veut nous attirer. C'est suicidaire. Alors vous, la France Insoumise, c'est pas d'économie, si je comprends bien, vous, Laurent Alexandre, c'est des recettes supplémentaires. Vous trouvez ces recettes supplémentaires par des hausses d'impôts Alors c'est par exemple, comme je disais tout à l'heure, taxer les super-profits. C'est une piste avancée même par la présidente de l'Assemblée nationale. Hein. Il y a les effets d'annonce et il y a le résultat, on va dire. Moi, j'attends de voir super-profits. Taxer les super-profits. C'est également remettre en place l'ISF, chose que le gouvernement Macron... L'impôt sur la fortune. Voilà, l'impôt sur la fortune. Qui rapporterait à peu près 4 milliards d'euros. On rappelle qu'il existe un impôt sur la fortune immobilière, hein, l'IFI. Oui, mais l'impôt sur la fortune, si on l'avait laissé en l'état, ou peut-être amélioré... 4 milliards. Moi, j'ai plutôt un chiffre de 10 milliards. On ne les partage peut-être pas. Mais on n'a pas fait les 50 encore nécessaires pour équilibrer les comptes. Hein. Mais on va y arriver, on va y arriver. On peut établir l'impôt sur le revenu, par exemple, à 14 tranches, ce qui permettrait aux foyers rentrant moins de 4 000 € par mois d'être soulagés, de payer moins d'impôts et de le répercuter sur des gens avec des revenus beaucoup plus confortables. C'est un frein à la consommation, à la croissance. C'est... Des freins ces nouveaux impôts sur les foyers. Non, c'est pas. Faut pas voir l'impôt dans le sens où c'est une charge. Il faut être clair, il faut de l'impôt. Sinon, on ne fonctionne plus. Plus d'impôts? Non, mais surtout mieux répartis. Parce qu'actuellement, on voit que proportionnellement, quelqu'un qui a de faibles revenus et quelqu'un qui en a beaucoup plus, de manière conséquente, eh bien, proportionnellement, ils en payent moins, les très riches, les ultra riches, comme on dit. Et il faut que voilà. Il y a concurrence fiscale avec les autres pays européens, avec les autres pays mondiaux, les ultra riches. C'est une autre histoire, non? Alors souvent on me dit mais les ultra riches risquent de partir. On voit qu'actuellement c'est pas le cas et les ultra riches ils partent pas aux quatre bouts du monde. En tout cas, le chef du gouvernement, Gabriel Attal, a lui trouvé une piste d'économie, c'est diminuer la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Et la durée actuelle est de 6 mois. L'objectif est de pousser les demandeurs d'emploi vers le travail. Les chômeurs variables d'ajustement du budget de l'État, c'est ça? Alors pareil, on le voit depuis que Macron est élu, la variable d'ajustement, c'est tout le temps les plus petits, les plus faibles.
il trinque en permanence. On le voit sur la réforme du travail, par rapport à la retraite. On va demander aux gens qui ont les travaux les plus pénibles de travailler jusqu'à des âges impossibles, que moi je considère impossibles. C'est également réduire cette durée d'indemnisation du chômage, qui peut être au maximum de 18 mois. Je dis bien au maximum. Là, l'hypothèse, c'est 12 mois. Hein. 12 mois. Donc, moi, je ne sais pas, mais si vous avez des choses à me communiquer sur ce sujet-là, je suis preneur. Moi, je ne connais pas grand monde qui se complaît au chômage et qui voit arriver l'échéance où il n'y aura plus d'indemnisation, où on va se retrouver, dans le meilleur des cas, au RSA, et au pire des cas, expulsé de son appartement parce qu'on ne va plus pouvoir payer le loyer, payer des études aux enfants. C'est la 3e réforme en 3 ans de l'assurance chômage. Ce serait, alors qu'il n'y a eu aucune étude d'impact. Que dites-vous, vous, en tant que parlementaire Moi, je pense qu'avant de s'attaquer aux chômeurs, il faudrait s'attaquer aux causes du chômage. Puisque si tout le monde avait un travail, c'est peut-être le monde idyllique, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui fonctionnerait. Et qu'est-ce qu'on voit à côté de ça? Je m'excuse de revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est des commandes publiques qui seront moins fournies, puisqu'on veut couper voilà, les aides aux communes. On veut s'attaquer à ces chômeurs qui subissent une situation. Soyons clairs, ils ne l'ont pas choisi. Et ça va pousser des gens de plus en plus vers la pauvreté. Moi, j'ai reçu dernièrement, dans mon cabinet, des gens qui avaient la soixantaine et qui me disaient « Je suis au bout du chômage et on ne veut pas m'embaucher parce que trop vieux. Ou si on veut m'embaucher, c'est pour gagner un SMIC. » Alors, on précise que les plus de 55 ans ne seraient pas concernés par cette réforme de l'assurance chômage. Oui, ça c'est pour mieux faire avaler, excusez-moi le terme, la pilule, pour quelques mois après dire « Oups », parce que ce gouvernement, c'est un peu la 7e compagnie, soyons clairs. On lance quelque chose et « Oups, ça ne marche pas, on va faire autre chose ». Donc là, je vois arriver la chose très facilement. C'est au-delà d'un certain âge, on n'y touchera pas. Mais 6 mois après, on va nous dire on ne peut pas faire autrement, excusez-nous, on s'est trompé, donc tout le monde a la même enseigne. Donc non, c'est pas acceptable. Les intérêts de la dette, c'est-à-dire les intérêts que la France rembourse, deviendraient le premier budget de l'État, 80 milliards, beaucoup plus que l'éducation nationale, d'ici 2030. Qu'est-ce que vous dites? Il y a eu laxisme de la part du gouvernement Non, vous prenez par exemple le budget de l'éducation nationale. On peut le regarder, ce budget. Depuis des années, ça baisse. Alors, pas le dernier budget. On va être clair. Oui. On ne va pas jouer... non. Mais ça a baissé grandement. Donc il est facile de mettre en corrélation deux choses. Voilà. Et moi, je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a une chose toute simple à faire. C'est une meilleure répartition des richesses, meilleure répartition des aides que donne l'État aux très grands groupes et qui ne profitent pas aux petits artisans. Le ruissellement. Ouais. Je vous invite à mettre plusieurs verres les uns au-dessus des autres. Le premier va énormément se remplir et le dernier, il n'y aura pas grand-chose. Donc ça ne marche pas, le ruissellement. Alors, hausse des taux d'intérêt, étassement des salaires face à l'inflation. Et il n'y a pas que les salariés qui comptent à la caisse des supermarchés. Les petits patrons aussi. Un patron sur 5 ne parvient pas à se verser le SMIC. Ouais, les petits patrons trinquent aussi. Est-ce qu'il faudrait baisser les cotisations sociales telles que le suggère le gouvernement pour permettre à ces patrons de retrouver un peu d'oxygène et d'embaucher et d'augmenter leurs salariés? Alors la baisse des cotisations, c'est quelque chose dont je suis totalement opposé, puisque c'est un cercle, comme je disais tout à l'heure, une spirale sans fin. On va avoir moins de cotisations, on va avoir donc moins de moyens pour l'école, pour les hôpitaux, pour la sécurité sociale, pour le remboursement des médicaments, par exemple, et aussi, puisqu'on voit que la franchise va être doublée, il est dans les tuyaux, excusez-moi le terme, mais de moins rembourser les maladies de longue durée. Et ce qu'on peut dire sur les PME, par exemple, c'est que sur les PME, elles payent à peu près 25% d'impôts. Il y a 300 entreprises, les 300 plus grosses entreprises, on va dire ça comme ça, oui, on n'est pas dans la PME, là. Hein. Qui, elles, payent 17% d'impôts. Oui. Et vous allez voir où je vais en venir. Et nous avons des entreprises du CAC 40, Total par exemple, au hasard, Total, qui ne paie aucun impôt en France. Alors, qui sera taxé de façon exceptionnelle, inframarginale, selon Bruno Le Maire. On n'a rien vu arriver encore, soyons clairs. Donc je pense que là aussi, il y a un effort collectif à faire. Et il faut que ces entreprises-là contribuent à l'effort à hauteur de leurs moyens. Mais des entreprises qui sont étranglées. On parle des PME, TPE. Oui, plus de la moitié des emplois salariés. Je suis d'accord. Et moi, j'ai rencontré, mais pas plus tard que cette semaine, une boulangère dans son établissement. Oui. On a discuté longuement ensemble, qui me disait « J'ai subi une augmentation de l'énergie, puisque vous en parlez dans le reportage aussi, de 110%.
Mais qui peut absorber une telle augmentation? Eh bien, tout simplement... Et il y a eu un bouclier tarifaire. Oui. Et nous, ce qu'on demande, c'est... On ne l'a pas demandé ce matin, on l'a demandé depuis de très longs mois. On a demandé un plafond. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, certains vendent le mégawatt d'électricité à plus de 1 000 €, alors qu'à produire, il coûte une petite centaine d'euros. Ça veut dire qu'il y a des intermédiaires qui se gavent au détriment de nos petites entreprises. Et il faut également redonner de la respiration aux collectivités pour faire des travaux et donc faire travailler nos PME. Et le cercle vertueux est mis en place, tout simplement. On va parler un peu de politique politicienne, ça compte aussi. Est-ce qu'il y a un problème, Jean-Luc Mélenchon, chez la France Insoumise? On a du mal à comprendre. D'abord, est-ce qu'il est candidat ou non à la présidentielle, de ce que vous en savez? Parce que meeting de Villepinte, inauguration de la campagne des Européennes, il laisse entendre qu'il est prêt, qu'il y est, que c'est le moment. Démenti sur Twitter. Clémentine Autain, elle aussi, dit qu'elle est prête. Qu'est-ce que vous en retenez, vous? Alors moi, j'ai l'impression que depuis plusieurs mois, Jean-Luc Mélenchon est l'homme à abattre. Soyons clairs. À ce point, y compris à l'intérieur de la France Insoumise? Non, je ne parle pas de la France Insoumise. Alors, Clémentine Autain, la candidature de Clémentine Autain. Il ne faut pas oublier quand même que Jean-Luc Mélenchon a fait un très bon résultat au moment des présidentielles. Et 20%. Voilà. Et également, au moment des législatives, la NUPS a fait un très bon score. Ça, il ne faut pas se tromper. Ensuite, les présidentielles sont encore loin. De l'eau va couler sur les ponts. Mais la bataille est déjà engagée. Quand vous voyez Alexis Corbière, Clémentine Autain, François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, doit-il céder sa place telle qu'il l'avait laissé envisager en 2022? Alors moi, je vais prendre le problème à l'envers. Oui. C'est, on vote pour quoi? Pour une personne ou on vote pour un programme? Et on est tous d'accord. La présidentielle, c'est ainsi très personnifié. Oui, mais je pense que c'est surtout le programme que porte le candidat à la présidentielle. On ne va pas voter parce que quelqu'un, il est mignon, il est gentil. Non, ça, c'est pas vrai. Il y a une tactique, cette tactique du coup d'éclat permanent, par exemple, est dénoncée très clairement par Clémentine Autain, pour revenir à... Oui, alors je ne sais pas si c'est des coups d'éclat, si c'est une façon d'exprimer des fois une certaine colère face à certaines injustices qui sont de plus en plus prégnantes dans notre société. Moi, savoir si ce sera Jean-Luc, Clémentine, François ou Alexis, actuellement, la question ne se pose pas. Moi, actuellement, c'est le programme et surtout sortir de la, excusez-moi le terme, de la bérésina sociale dans laquelle nous sommes actuellement. Parce que moi, ça m'insupporte au plus haut point de voir des gens maintenant qui doivent faire le choix entre acheter de la viande, entre mettre de l'essence pour aller au travail. Enfin, on est quand même au XXIe siècle. On est une société qui était relativement bien construite, quoi qu'on en dise. Et tout est en train de s'effondrer. Il va falloir maintenant qu'on paye, je l'ai dit tout à l'heure, les médicaments plus chers. Certains médicaments seraient même plus remboursés. Donc non, il faut que ça s'arrête et il faut de l'équité, de la justice sociale et c'est ça qui est important et pas de savoir quel sera le candidat d'un des présidentielles qui sont encore assez lointaines. Qu'est-ce qui reste de la NUPES? Il reste beaucoup. Il reste même énormément. Et je suis un fervent défenseur de la NUPES puisqu'on l'a vu en 2022 pour les législatives. C'est quelque chose qui a mis toute la gauche, toute l'unité de la gauche au travail. Avant la fracture, avant la césure. La fracture est arrivée assez vite parce que certains ont décidé de nous quitter pour des raisons qui leur appartiennent. Je pense que c'est une erreur stratégique puisqu'on l'a vu chaque fois qu'il y a eu les unions de la gauche, puisque ça s'est fait à plusieurs reprises, ça a fonctionné. Est-ce qu'il n'y a pas eu une tentation hégémonique de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, de mettre la main sur la NUPES, d'étouffer ses partenaires? Non, je ne pense pas. Non, je pense que c'est un cliché que beaucoup de médias veulent essayer de faire porter. Il y a des hommes politiques qui le disent aussi. Et j'allais y venir. Il y a certains hommes politiques qui voudraient être le calife à la place du calife, certainement. Mais j'en reviens toujours à ça. C'est le programme. On se rend compte que le programme de la NUPES qui a été bâti, tout le monde a été derrière, ou une grande majorité, soyons clairs, et ça a permis le résultat qu'il y a eu aux législatives, et ça a permis, soyons honnêtes, il y a certains partis, s'ils étaient partis seuls, ne seraient pas aujourd'hui dans l'hémicycle. Et c'est une chance pour eux comme pour nous. La victoire, leur élection, c'est ça? Ils sont redevables? Non, vous m'avez coupé la parole, donc je n'ai pas pu aller au bout de mes propos, et donc je vais y aller. Oui. C'est une chance pour eux, mais aussi pour nous. Quand je dis nous, c'est la gauche. Car une division de la gauche ne sert que les intérêts de Macron et du RN. Donc une gauche unie, forte, rangée derrière un programme, et honnêtement, peu importe qui le portera, c'est ce programme
qui nous servira à gagner en France. C'est votre premier mandat, je le disais, depuis 2 ans. Vous êtes ouvrier, le seul ouvrier de l'Assemblée. Quel regard portez-vous sur ces 2 dernières années, sur cette responsabilité qui vous est confiée, sur le pouvoir législatif d'élu national? Alors, je vais reprendre un terme que j'utilise de temps en temps à l'Assemblée. C'est que moi, je leur explique qu'est-ce que c'est la vraie vie. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de députés, surtout dans certains partis politiques, sont ce que j'appellerais des notables. Sont des gens issus d'une caste, mais tant mieux pour eux. Sont baronisés, c'est ça? Voilà, sont souvent issus de la frange très haute de la société et ne connaissent pas les problèmes de la vraie France, de la France de l'homme qui est maçon, de la femme qui est femme de ménage, des gens qui triment tous les jours. Je dis bien qui triment pour gagner un SMIC, voire même moins qu'un SMIC, puisqu'on se rend compte que les caissières dans les supermarchés, souvenez-vous, les fameuses indispensables pendant la crise Covid, étaient là, gagnent moins qu'un SMIC. C'est du personnel de l'hôpital, des aides-soignantes, par exemple, qui, pareil, pendant le Covid, tout le monde applaudissait, tapait dans les casseroles, c'était fantastique, gagnent, pour certaines, juste un SMIC également, avec des horaires très contraignants. Donc, moi, je suis fier de représenter... c'est pas péjoratif, les petites gens, j'en fais partie. Et surtout, il est très important de jamais oublier d'où on vient pour savoir où l'on va. Et est-ce que vous pensez que cette ivresse du pouvoir, cet opium du pouvoir puisse faire tourner la tête et faire des députés, des parlementaires, tels que vous le disiez, hors sol, déconnectés Oui, tout à fait, puisqu'il y en a qui sont totalement débranchés, on peut utiliser un autre terme, de la réalité de leurs semblables. C'est des gens qui ne se doutent pas que pour prendre un rendez-vous chez un ophtalmologiste, pour certains de nous, je dis bien de nous, c'est plus d'1 an à l'avance qu'il faut le prendre. Et pour eux, non, c'est totalement ubuesque de penser qu'il faut 1 an d'avance pour avoir un rendez-vous. Des difficultés financières auxquelles... on l'a vu avec le prix de l'énergie, qui a grandement explosé, où des gens choisissent maintenant entre le bout de viande et se chauffer. Enfin, c'est des gens qui sont complètement, pas tous, mais pour certains, grandement déconnectés. Est-ce que pour éviter ces baronnies, ces castes dont vous parlez, il faudrait limiter le nombre de mandats? Alors moi, je serais très favorable à la limitation du mandat dans leur nombre et dans leur durée. C'est quelque chose de très important, puisque... il faut revenir un peu au charbon, des fois. Je dis charbon puisque voilà, je viens du bassin de Casseville, mais il faut revenir au charbon, il faut être confronté à la réalité et pas juste écouter ce qu'on nous raconte, mais être confronté soi-même aux difficultés. Mais justement, vous étiez maire, enfin, vous avez démissionné d'Aubin, qui est quand même une ville symbolique. D'être maire en même temps, ça permet justement d'avoir ce pied à l'étrier et d'être en contact avec aussi vos administrés. Alors que si vous n'êtes que député, finalement, le côté hors sol, il peut s'expliquer aussi un peu. Moi, je pense qu'il est très facile pour un député de rentrer en contact avec un maire, un président de communauté, et d'organiser une réunion de travail sur un sujet bien précis. Moi, j'ai été maire, comme vous dites. J'ai été confronté à des difficultés d'un élu local. Certes, ça m'a forgé, mais soyons honnêtes, sur des sujets d'actualité, eh bien oui, je me retourne vers des élus de terrain pour avoir leurs sentiments, leur appréciation sur éventuellement leurs idées pour sortir d'une ornière dans laquelle on serait.